Alors bonsoir à toutes et à tous, et c'est un plaisir de recevoir pour la troisième fois Agnès de Clerville pour cette 378e rencontre Vlille. Et ce soir, c'est pour son nouveau roman La route des crêtes aux éditions Phébus. Changement de maison, mais pas changement d'éditrice. Et j'aimerais justement lire un message de Marie-Eugène qu'on aime particulièrement ici, en préambule étant donné qu'elle ne peut pas être là ce soir, elle m'a demandé de te lire son message. Et donc je la cite. Agnès semble écrire un livre différent à chaque fois, mais qu'elle creuse autour des mêmes obsessions, et que c'est à ça qu'on reconnaît une grande autrice selon moi. Les silences qu'elle rend palpables en donnant au lecteur la possibilité d'écrire un peu le livre avec elle pour combler tout ça. Les apparences, les déterminismes, grande finesse de construction aussi, comme des romans noirs. Une langue d'une absolue justesse au plus près d'une vérité. Bref, dire qu'Agnès est une grande selon son éditrice, et que je suis absolument désolé de ne pas pouvoir être là. Voilà, c'était le message de Marie-Eugène. Waouh. Bon, eh bien, écoutez, On peut s'arrêter là, Agnès. Merci, ce fut un plaisir. voilà, il n'y a pas besoin de moi en fait. Non, ben, je saurais la remercier, voilà, je saurais lui dire quelque chose, mais merci à toi d'avoir lu ce message et on parlera sans doute des thèmes qui sont dans ce message, mais c'est vrai que j'ai, de par les retours que j'ai pour l'instant, j'ai beaucoup de retours comme quoi mes trois livres sont très très différents. Et moi, j'ai pas forcément l'impression d'écrire de manière très différente. Et voilà, on parlera sans doute de l'intention par rapport à la réception, enfin, tout ça. Très bien, très bien. Alors donc on va commencer. Tout le monde te connaît ou presque maintenant depuis les deux derniers romans et notamment le dernier Corps de ferme qui était édité chez HarperCollins pour lequel on t'a déjà reçu une deuxième fois. Mm. J'aimerais qu'on, finalement, c'est ce que je te disais en préambule, alors les autres n'étaient pas encore là, mais je trouve que c'est extrêmement émouvant de te voir évoluer depuis le premier roman, de voir à quel point tu as aussi, tu as l'impression peut-être d'écrire de la même manière, mais on a aussi l'impression une autrice est née petit à petit, a pris ses marques, et je trouve que ton évolution est assez fulgurante, flagrante, et sincèrement exceptionnelle, à mon sens. Tu t'es, tu as évolué, c'est évident à travers les thématiques que tu as abordées, même s'il y a évidemment des points communs, mais celui-ci, une fois de plus, euh, marque de ton emprise, de ta subtilité, de ton creux finalement entre les lignes. Tu m'as beaucoup fait penser à Marie-Hélène Lafon. Je crois que je te l'avais déjà dit une première fois pour Corps de Fer, mais je trouve que là, il y a véritablement une filiation qui est née depuis déjà deux livres. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. La route des crêtes, c'est évidemment c'est un roman extrêmement poignant, extrêmement difficile, même s'il y a un petit peu de lumière à la fin, même si on pourrait en voir un petit peu plus aussi parfois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi concernées par le sujet. On a reçu Raphaël Mels aussi il y a quelques semaines sur le sujet. C'est le deuil, évidemment, mais il y a aussi pas forcément que le deuil. C'est un roman qui regroupe beaucoup de choses, beaucoup de thématiques, notamment le couple, notamment la naissance, bien entendu, la maternité. On va en parler longuement ce soir, mais déjà j'aimerais savoir comment tu vas, Agnès. Et deuxièmement, comment tu as changé de braquet pour créer la route des crêtes. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'est une image, un son, un mot, une sensation? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour la route des crêtes? Alors d'abord, je vais très bien. Merci beaucoup de t'en soucier. J'avais ce thème du deuil depuis longtemps derrière la tête parce que j'ai vécu un deuil qui ressemble un petit peu à celui dont on parle dans La Route des Crêtes, même si j'ai beaucoup romancé et beaucoup fictionné autour. Et, euh, et je me sentais jusqu'à présent pas légitime, pas en complète, je vais pas dire que je maîtrise complètement, mais pas en maîtrise suffisante de mon écriture, ni de mes sensations.
ni de ce que j'avais envie de dire sur le sujet pour m'attaquer à ce sujet. Et j'avais, comme pour les deux précédents livres, j'avais vraiment envie de me questionner avec le lecteur autour de certains thèmes. Et je voulais vraiment avoir suffisamment de recul avec ce sujet, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan de l'écriture. Et donc est arrivé à un moment donné le bon moment. Et c'est arrivé lors d'une rupture professionnelle importante pour moi, où j'ai eu plus de temps pour écrire et peut-être plus de temps pour approfondir ce thème difficile ou ces thèmes difficiles que je repoussais un petit peu jusqu'à présent en me disant j'écrirai ça plus tard, quand, voilà, quand, quand, quand on ne sait pas quoi, mais en tout cas, voilà, je me suis sentie à la fois, ce temps soudain libéré devenait un prétexte pour vraiment prendre les choses à bras le corps et voilà, je me suis mis à l'écriture de ce livre. Est-ce que justement, est-ce que tu te rappelles du premier mot posé au moment de l'écriture? Est-ce que tu te rappelles de la première thématique? Est-ce que c'est véritablement le deuil et que tu as gravité autour du deuil? Ou au contraire, c'est cette notion de couple qui se délite, cet enfant qui n'est peut-être pas forcément désiré pour l'un des deux? Qu'est-ce qui a germé finalement pour que tu gravites autour de cette mort soudaine au détour d'une route? Alors moi, je savais de toute façon que ça allait être un livre sur le deuil et sur le couple. La manière dont je l'ai abordé, c'est un chapitre qui a donné son titre provisoire au livre pendant un petit moment. C'était le 11 septembre. Et c'est ce chapitre qui est tout au début, juste après le prologue, où il y a un coup de fil entre la femme et son mari, entre la narratrice et son mari, à propos d'une échographie. Et cette échographie se passe le 11 septembre. Et tout le décalage dans le couple est lié au fait que lui est déjà au courant de ce qui se passe aux États-Unis et elle pas encore. Et ça va introduire un écart de perception de l'instant sur le plan collectif comme au plan individuel entre le mari et la femme. Et ça m'a semblé être une bonne introduction à tout ce questionnement autour du couple qui va se renforcer avec la mort du mari. Je spoile rien, hein, puisque de toute façon, c'est vraiment tout au début du roman. Et voilà, c'est vraiment les premières lignes que j'ai posées sur ce roman. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tout commence avec cette toile de fond du 11 septembre et toutes ces guerres autour. On a l'impression qu'il y a beaucoup de métaphores dans le livre avec ces tours qui s'effondrent potentiellement. On pourrait y voir beaucoup de signes, beaucoup de métaphores. Euh, Ton livre, il est véritablement, il n'est pas auto-centré. C'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que il y a de la place pour le monde autour. Puisque à un moment donné du livre, il y a aussi de la place pour le vivant. Là, pour le coup, il y a aussi de la place pour le monde extérieur. Je trouve que tu as, des livres sujets au deuil, la plupart des auteurs auto-centrent la chose sur le deuil, et je trouve que c'est ce qui fait encore plus de force pour La Route des Crêtes, c'est que justement, tu as une grande ouverture aussi sur les autres, sur ceux qui restent, sur ceux qui sont encore en vie, et sur le monde autour, sur la société en elle-même, sur les dictates, sur les conventions sociales. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que c'est un livre sur le deuil qu'on pourrait penser fermé, mais qui en réalité a beaucoup d'ouverture sur le monde. Oui, en fait, ce qui m'intéressait et qui est apparu assez vite comme une thématique forte du livre, c'est le lien entre l'histoire du monde, telle qu'elle nous apparaît à travers les reportages, à travers les journaux télévisés. On parle beaucoup de la télévision et de son pouvoir hypnotique, notamment quand il y a des crises et des conflits, comme on peut le vivre aussi actuellement, et la manière dont cette femme va vivre l'arrivée de la mort et de la vie à peu près en même temps dans sa vie, euh, l'arrivée de la mort et de la vie dans leur vie à tous les deux, puisque
le mari perd sa maman quelques mois avant son propre décès, donc la mort est déjà présente dans la vie de ce couple. Et ces allers-retours entre la manière dont on a de jauger, de s'approprier les conflits du monde, les morts du monde, on en parle beaucoup actuellement, de cette manière dont on a de se rendre compte ou de ne pas se rendre compte effectivement d'un nombre de morts, d'une qualification des morts. Est-ce que selon qui sont plus ou moins, on parle du mort kilométrique, selon que les conflits sont plus ou moins éloignés de l'endroit où on se trouve. Et c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, cette appréhension de la mort. Je suis désolée, je suis pas très gaëlle dans cette phrase-là, mais selon la manière dont elle est à distance ou non et comment justement cette femme va petit à petit mettre à distance la mort de son mari pour se poser des questions qui sont peut-être iconoclastes par rapport au couple et par rapport à l'image idéale d'un mort, surtout d'un mort jeune. Et la distance, c'est aussi celle que met la narratrice avec Marc Aurèle, son mari, puisqu'ils sont à bonne distance, comme tu l'écris. Ils ne vivent pas ensemble, ben, une sorte de couple moderne peut-être. Mais en tout cas, il y a une véritable aussi distance entre eux. C'est ça qui est intéressant là aussi, c'est que le couple n'est pas un couple extrêmement qui n'a pas comment dire qui n'est pas dans le bonheur absolu constamment. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas aussi. Euh, on a l'impression qu'il y a cette distance-là avant même la mort. Il y a déjà la distance entre eux à travers ce couple, puisqu'on se questionne aussi, la narratrice se questionne beaucoup pour savoir si il y aurait eu rupture si Marc Aurèle n'était pas décédé. Oui, en fait, elle est tentée à un moment donné, dans les semaines qui suivent, dans les semaines et les mois qui suivent sa mort, de dresser un mausolée à sa mémoire, de ne montrer que les bons côtés des souvenirs du couple, de la personnalité de Marc Aurèle par rapport à son entourage, par rapport aux deux familles qui les entourent, enfin qui l'entourent, puisque elle se retrouve seule. Et en fait, ce qui m'intéressait justement dans cette histoire de bonne distance, puisque l'expression qu'ils utilisent, c'est non pas seulement de décrire ce qu'elle produit au sein d'un couple qui vit, mais aussi qu'est-ce que ça va introduire chez elle en termes d'analyse, de dissection de ce qui faisait l'unicité de ce couple et sa fragilité peut-être. Et en ce sens, elle va, cette bonne distance, elle va s'immiscer jusque dans le deuil. Et justement, Marc Aurèle, alors j'imagine que tu n'as pas choisi ce prénom par hasard non plus, surnommé Marco, qui a bénéficié d'une éducation à la dure, à coups de martinet parfois, et avec comme vision le passé militaire de son père. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce personnage-là? Comment tu l'as façonné? Comment tu l'as imaginé, entre guillemets? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce Marco? Je voulais vraiment dresser le portrait d'un homme voilà, d'un homme de la génération X, c'est-à-dire un homme élevé par un couple à la fois traditionnel et à la fois une mère qui travaille, une mère moderne, un père qui a ses démons, qui a eu une éducation lui-même très stricte, et voir comme, enfin, toutes les difficultés qu'il y a à se construire et à être un homme dans cet environnement où malgré la fascination enfin, voilà, pour la carrière de son père, pour un certain nombre de pans de l'histoire, notamment la Première Guerre mondiale, euh, c'est un, c'est un homme viril et à la fois très tendre et comment est-ce qu'on peut se construire en tant qu'homme dans cette fin du XXe siècle, hein, puisque c'est la période que recouvre le début du livre, euh, en- en- avec cette virilité un petit peu en référence à une virilité ancestrale autour de la valeur guerrière,
mais à la fois avec une sensibilité, notamment une sensibilité artistique et émotionnelle, beaucoup plus développée que la génération d'avant. C'était ça qui m'intéressait dans ce portrait. Et puis cet accident, il survient pas n'importe où, il survient sur cette route des crêtes. Un témoin introuvable, une faible allure, pas d'alcool, pas de stupéfiants. Marc Aurèle, qui avait comme modèle Ayrton Senna, euh, on voit en réalité que sa mort ne sera finalement que banale. Et on a l'impression que c'est aussi un regret pour son père et pour lui-même peut-être, en tout cas c'est ce qu'en dit la narratrice, c'est ce qui pourrait le hanter potentiellement aussi. Il y avait quand même un choix fort d'avoir un décès extrêmement en réalité sans thriller. Tout à l'heure, Marie parlait de roman noir. C'est vrai que cette mort-là pourrait paraître anodine. Je crois que c'est 50-60 km/h. Il n'y a pas d'éléments extérieurs perturbateurs. Et c'est ça aussi qui fait le charme d'un contre-héros, peut-être. Mais en tout cas, tu voulais faire ce choix-là aussi, peut-être. Je ne sais pas si c'est un choix ou pas d'ailleurs. Mais il y a quand même un sujet véritable sur cette manière de décéder, sur cet accident. Il y a une grande opposition entre la banalité de ce décès, puisque aujourd'hui les accidents de la route, c'est la première cause de mort chez les hommes jeunes, en France comme ailleurs, j'imagine. Euh, une opposition entre cette mort très très banale et effectivement les fantasmes que peuvent avoir Marc Aurèle ou son père sur qu'est-ce que c'est qu'une mort glorieuse euh, et tous les fantasmes que que peut se raconter la narratrice sur ce qu'aurait souhaité Marc Aurèle. Déjà, est-ce que il aurait souhaité une mort glorieuse? Elle n'en est pas sûre, donc elle s'interroge là-dessus. Elle s'interroge sur les attirances qu'il peut avoir sur certains points de l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, elle pense percevoir effectivement cette déception, comme tu le dis, chez le père, donc ce père militaire qui a connu des théâtres d'opération sur lesquels la lumière n'a pas encore été faite, sur lesquels il y a beaucoup de non-dits. Et donc, on rejoint entre la banalité de cette mort dont on ne va pas parler et la très grande violence des théâtres d'opération sur lesquels a été ce père. On rejoint la difficulté à dire les choses pour les hommes de cette génération et l'aspiration à une gloire posthume qui n'aura jamais lieu. Et puis Marc Aurèle est en fuite. Et c'est ça qui est intéressant aussi, cette métaphore de la fuite à l'approche de la naissance d'un enfant aussi. On a l'impression que, en tout cas, la narratrice se pose beaucoup de questions. Ça aussi, tu le fais vraiment très très bien parce qu'on se pose aussi les mêmes questions à la place de l'autrice. Il se questionne, en tout cas c'est ce que la narratrice en dit, parce qu'au final tu ne donnes jamais la parole à Marc Aurèle véritablement. Et c'est ça qui aussi fait le charme du livre, c'est que on est constamment dans la tête de cette narratrice et qu'elle se questionne avec lui, elle se questionne avec tous ces personnages-là. Il y a cette fuite de Marc Aurèle à l'approche de la naissance et on s'interroge sur beaucoup de choses en réalité, mais j'aimerais que tu nous parles de cette volonté de ne pas inclure finalement la pensée de Marc Aurèle, ou en tout cas à travers la narratrice. Alors c'est une tentation qui m'a effleurée, pour être honnête avec toi. J'ai hésité à un moment donné à avoir une sorte de dialogue entre je vais pas dire le fantôme de Marc Aurèle, mais en tout cas d'accéder à sa parole à certains moments, à sa parole directe, et plutôt que de rester uniquement dans les pensées de la narratrice. Et j'ai trouvé plus intéressant de rester dans l'hypothèse, en fait, de ne pas avoir de certitude par rapport à cette attitude de l'homme qui effectivement mûrit, voit arriver à un moment donné le moment de la maternité et ne sait pas s'il est prêt pour ça. S'il a envie de rester dans son monde de Peter Pan, dans son monde où il a des loisirs qui sont quelquefois un petit peu dangereux, un petit peu casse-cou, mais
des loisirs de jeunes, quelque part, par rapport à ça, par rapport au fait de se mettre en danger, et les responsabilités qui vont bientôt lui incomber en tant que père. Ces questionnements, ils résonnent dans la tête de sa femme comme est-ce qu'on aurait dû en parler? Est-ce que finalement Marc Aurèle n'était pas trop fragile par rapport à ça? Est-ce qu'il était tout à fait au clair par rapport à l'arrivée de cet enfant? Et à un moment donné, ces questions qui la torturent, elle va décider de les résoudre d'une manière que je ne vais pas vous révéler. Mais, mais en tout cas, ce sera après une phase d'introspection très importante. Et pour moi, c'était une manière de questionner, là encore, cette génération en termes de virilité et de construction de la virilité. et de déconstruction potentielle. Voilà, éventuellement. Et entre ces chapitres, alors pas tous les chapitres, mais il y a ce que tu as inséré, le cœur des familles. Et je me suis, pendant longtemps, j'ai cherché dans quel autre livre j'avais déjà vu ça. Et en fait, c'était le tien, c'était dans Corps de ferme. Et j'ai cherché. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Marie-Hélène Lafon, parce que j'ai épluché les livres et je me disais, je n'arrivais plus à me souvenir où il y avait déjà ça, le cœur de porc, le cœur de porcelet que tu mettais déjà dans Corps de ferme, eh bien, tu l'as aussi utilisé une nouvelle fois avec ce cœur des familles, oui, c'est ça, cœur des familles, je crois d'ailleurs que c'est au pluriel, Le cœur de famille, je cœur sais de plus. famille, ouais, Oui. cœur de famille peut-être, où il y a beaucoup de honte, où il y a beaucoup de ressenti, le regard extérieur de la famille sur ce couple, Mm. sur cette femme. C'est quelque chose que tu maîtrises à la perfection, comme une sorte d'incantation qui viennent ponctuer chaque chapitre. Tu y trouves un plaisir particulier, j'ai l'impression, depuis deux romans. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de donner encore plus de poids, encore plus de vie à ton roman? Alors, oui, j'y ai pris goût, je dois l'avouer. C'est je vais pas parler de procédé, mais je me sens presque en communion avec les poètes grecs de l'Antiquité lorsque j'utilise ce chœur antique, voilà, qui vient un petit peu euh, parler, chanter à la place de la société, à la place d'une famille, pour dire des choses qui ne sont pas, qui sont à la fois des injonctions et qui sont un poids pour les personnages, sans que aucun des individus, des personnages individuels du roman ne soit responsable à lui seul de ce poids et de ces injonctions. C'est vraiment une société, et notamment la famille de la narratrice, qui est à l'origine de ce chœur en termes de sources et de recommandations et de lamentations parfois, euh, vient amener à la narratrice tout son environnement et tout le poids de son environnement familial et sociétal. Et voilà, j'ai trouvé ça particulièrement adapté, notamment dans ce contexte de mort et de vie, de faire entendre un cœur antique. Très bien. Le titre du livre s'intitule, le titre du livre, oui, c'est ça, s'intitule La route des Crêtes. C'est une route qui existe vraiment. C'est une route, une longue route sinueuse qui relie la Ciotat à Cassis. Qu'est-ce que ça représente pour toi dans ce roman-là? Est-ce que c'est aussi une métaphore de cette difficulté à être en couple, de cette difficulté à faire son deuil, de cette difficulté à élever un enfant? Est-ce qu'il y a, j'ai eu l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup de métaphores derrière cette longue route sinueuse de la route des crêtes. Oui, alors il y en a plusieurs des routes des crêtes. En fait, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que ce titre s'imposait, tardivement d'ailleurs, comme titre de ce livre. Il y en a une, effectivement, comme tu le dis, entre La Ciotat et Cassis. Il y en a une dans les Vosges, je crois. Celle dont on parle par rapport à l'accident de Marc Aurèle se trouve en Normandie, enfin à la limite entre la Normandie et la région parisienne. Enfin, il y en a quelques-unes, mais effectivement, c'est pour son potentiel symbolique que je l'ai retenu comme titre, parce que pour moi, ça représente l'aventure du couple.
vraiment avec ses hauts, avec ses bas, avec ses dangers, avec ses virages non signalés. Et, euh, voilà, c'est une métaphore que j'ai prise telle qu'elle, sans vouloir la raffiner plus. Ça m'est apparu, comme je le dis assez tardivement, j'ai beaucoup hésité pour donner un titre à ce livre, mais c'est celui qui me paraissait le plus apte à faire ressentir cette incertitude permanente qui est le fait de construire un couple en étant dans la vérité, en étant, euh, en étant dans l'acceptation de ses faiblesses. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé des questions sur la finalité du livre, sur le fait de continuer ou pas à l'écrire? Est-ce que il y a des moments dans l'écriture où l'émotion submerge, où l'émotion prend le pas et on se dit que c'est peut-être pas une bonne idée? Est-ce que tu as eu des doutes par rapport à l'écriture de ce roman? Des doutes, non. Des difficultés, oui. C'est-à-dire que c'est pas forcément facile ni gai d'écrire au long cours. Enfin, écrire un livre, ça prend entre 1 an et 18 mois pour moi qui fait aussi autre chose à côté. Pendant ce temps-là, écrire sur des thèmes aussi lourds euh, renvoie forcément à sa propre expérience de la vie et de la mort, et c'est pas toujours facile. Par contre, j'ai jamais hésité à continuer parce que j'étais vraiment déjà dans un dialogue avec mon futur lecteur sur toutes les questions que je posais et que je me posais par rapport aux différents thèmes de ce livre. Et donc, quand j'y ai mis enfin toute la dernière partie est sur un thème légèrement différent. Et à partir du moment où j'ai commencé cette dernière partie, je me suis confirmée à moi-même que c'était bien la dernière partie et que c'était bien sur ce thème-là que je voulais terminer. Donc on est plus, voilà, on est plus vers la transmission, on est plus vers les enfants. Et, j'ai bouclé une boucle en bouclant cette dernière partie et j'ai su que le livre était terminé. Mais non, j'ai pas du tout hésité à continuer. Ça me paraissait important, en tout cas pour moi. Et, euh, et voilà, j'avais grand espoir de pouvoir être lu pour que ce questionnement soit un échange. Et en parlant de questionnement, c'est aussi le questionnement sur la pertinence d'avoir un enfant aujourd'hui et depuis déjà quelques années. C'est pas un questionnement qu'on voit, qu'on voyait il y a 50 ou 60 ans, étrangement. On le voit quand même apparaître de plus en plus depuis une quinzaine d'années. Et je te cite, est-ce juste le symptôme de ma grossesse débutante ou le désespoir de devoir bientôt mettre au monde un enfant dans un univers qui n'a plus de sens, qui n'a plus d'autre loi que celle de la violence? C'est une question que j'imagine beaucoup de parents ou futurs parents se posent. Et cette question-là, elle taraude pendant beaucoup de temps, finalement, la narratrice. On a l'impression que c'est une sorte de ritournelle qui se pose des questions sur la, c'est la pertinence, on va pas dire l'utilité, ce serait trop fort, mais la pertinence de créer un enfant. Est-ce que c'est une question qui t'a aussi hanté, qui hante la narratrice, c'est évident, mais est-ce que là aussi tu voulais interpeller le lecteur ou au contraire c'était quelque chose de plus intime? Euh, les deux, mon général. C'est une question qui m'a traversée à plusieurs reprises puisque j'ai plusieurs enfants. Euh, et, euh, et je voulais vraiment être dans le partage avec le lecteur sur ce thème-là. Comme tu le dis, c'est une question très actuelle, peut-être même plus actuelle que l'époque que décrit le livre, même si on était aussi dans un moment de crise. Euh, Aux alentours de 2001 et les années qui ont suivi. Est-ce qu'on n'est jamais sorti de période de crise? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un thème qui a enflé, et aujourd'hui, on parle même du phénomène des no kids qui revendiquent haut et fort le, le choix de ne pas avoir d'enfants pour ne pas justement contribuer à une dégradation. Ça peut être de l'environnement, ça peut être
des conditions de vie de la population mondiale. Ça peut être beaucoup de réflexions autour. Mais en tout cas, la présence du deuil concomitante à celle de la naissance rend rend ce questionnement très aigu pour la narratrice et c'était un moyen de partager ce questionnement. Il y a quelque chose qui m'a frappé également, qui est peut-être anodin, mais peut-être pas pour toi. Mais c'est le fait de, quand la narratrice demande, ou en tout cas espère, que la naissance soit protégée, que la naissance soit partagée uniquement à deux, toute loin de conventions sociales, familiales, sans vouloir partager finalement cet enfant avec autrui. J'ai trouvé cette phrase et ce passage-là, que je cite comme ça de mémoire, mais j'ai trouvé que c'était intéressant comme concept, en effet, de cette protection de cette protection de partager un enfant, mais uniquement avec son conjoint, sans forcément qu'il l'extérieur donne son avis, que les photos soient envoyées dans la minute où l'enfant est né, de prendre le temps de partager ça avec son conjoint. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'inspire, qui te marque? J'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit le livre. Non, ça t'inspire pas du tout, hein. Non, mais c'est un Euh, concept qui m'a interpellé en te lisant. ouais, en fait, l'un des thèmes qui traverse ce livre, c'est effectivement le, le, le pouvoir des médias. Et on le voit beaucoup questionné par rapport à l'influence des médias sur notre vie, sur notre état. Euh, mais c'est aussi la manière dont ça traverse nos vies individuelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère des smartphones, on est au courant du moindre détail d'une grossesse, d'une naissance, de particularités médicales. Je crois même que ça fait quelques années maintenant qu'on fait des photos en 3D à partir des échographies. Donc on peut déjà voir un petit peu la tête, le visage même qu'aura le bébé avant la naissance. Et en tout cas, je l'ai vécu dans ma belle famille il n'y a pas très très longtemps. Les photos ont circulé et le bébé n'est pas encore né, il va naître au mois de mai. Et j'ai cette impression que cette intimité de la famille nucléaire autour de l'enfant qui va naître, elle est presque volée. Et je le dis aussi en tant que personne extérieure de la famille par rapport à des jeunes couples qui sont en train d'avoir leur bébé. J'ai, ça me donne l'impression que l'émotion, elle est, elle est, elle est divulguée, elle est divulgachée, je ne sais pas quel mot utiliser, avant même d'avoir été ressentie finalement. Et c'est peut-être cette expérience de pouvoir, de pouvoir accueillir la vie dans une sorte de cocon qui est la plus belle expérience de la vie. Et après, bien sûr, il y a le partage. C'est peut-être une forme d'appropriation de ces moments-là qui est peut-être trop jalouse de l'extérieur, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais aussi envie de partager. Oui. Et justement, entre le deuil et cette mère, il y a cet enfant qui la pousse à ne pas sombrer, je te cite, et je vais citer également un court passage, puisque véritablement cet enfant fait le trait d'union entre les deux. Je me plais à songer que nous étions le couple idéal et qu'Agathe vient effacer nos imperfections, tes hésitations, ma mauvaise foi. Il y a véritablement cette volonté de créer un trait d'union entre ces deux-là, même si l'autre est déjà parti. Il y a cette continuité finalement du lien paternel, et j'ai trouvé ça une fois de plus très beau. Euh, Tu voulais véritablement que cet enfant-là, cette vie, apparaisse au pire moment, au moment de la mort, une sorte de confusion des sentiments. C'est un élément extrêmement dévastateur, destructeur, et en même temps, elle arrive quand même à faire le lien entre ces deux personnes, entre ce couple dans deux mondes peut-être séparés, mais en tout cas, elle fait le lien. C'est ce que tu voulais aussi démontrer? Enfin, démontrer, ou en tout cas, montrer. Écoute, je sais pas. Ce que je sais, c'est que dans la société actuelle, la vie et la mort se passent dans des endroits un petit peu séparés de la famille, se passent dans des hôpitaux,
enfin, aux mains de professionnels. Et j'avais envie de montrer sur le plan intime, aussi à partir de ma propre expérience, ce que c'est que d'accueillir la mort et la vie de manière beaucoup plus personnelle, beaucoup plus viscérale, beaucoup plus familiale. Très bien. Et non pas de manière mise à distance par rapport aux choses. On a reparlé de la distance tout à l'heure. Il y a une question de distance aussi par rapport au fait de voir le corps de son mari après le décès, puisque ce, ce- ce Marc Aurèle décède un 31 décembre, donc après il y a un jour férié, enfin il y a une certaine inertie, il y a une enquête, il y a une autopsie, elle va mettre plusieurs jours à pouvoir voir le corps de son mari. Euh, et c'est cette intimité de la prise de conscience de la mort, de la vue du corps qui lui est volé. Et la contrepartie en termes d'arrivée de la vie, là, elle la vit complètement. C'est peut-être ça qui lui fait désirer la vivre complètement et sans que l'entourage ne soit trop présent. Est-ce que au cœur de l'écriture, il t'est arrivé de couper une scène, de couper un moment? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit que c'était pas forcément, comment dire, judicieux, ou qu'au contraire, peut-être que des personnes déjà existantes auraient pu t'en faire le reproche? Est-ce qu'il y a eu des réflexions par rapport à ces moments-là, à ces scènes que tu aurais coupées? J'ai pas coupé de scène, par contre, j'ai beaucoup réfléchi aux scènes que j'allais écrire. Mais on n'a rien coupé avec Marie. On a vraiment laissé tout ce que j'avais écrit. Par contre, ça m'a pris pas mal de temps de décider quelles étaient les scènes que j'allais écrire et quelles étaient celles que j'allais pas écrire. Ok. Eh bien, c'est à toi de nous lire un premier extrait. Alors, Agnès, pendant ce temps, on se prépare pour la photo de groupe que je vais faire tout de suite. 3, 2, 1. Et c'est bon, parfait, merci à vous. Agnès, c'est à toi pour le premier extrait. Alors, le premier extrait, c'est presque, voilà, ça suit presque le premier chapitre. Ça arrive très très vite. C'est l'appel dont je parlais tout à l'heure entre l'homme et la femme juste après l'échographie. La sonnerie résonne dans le vide, bascule sur le répondeur, où la voix de Marco m'accueille, douce mais pressée, impersonnelle mais souriante, et la tonalité arrivant un peu trop vite après la dernière syllabe, comme si quelqu'un l'avait coupée à ce moment-là. Ce message en appelle un autre. J'ouvre la bouche comme si j'émergeais d'une plongée dans un autre monde. Je m'apprête à prononcer un son, un mot, une phrase qui ne veut pas se former. Non, décidément, je n'ai pas envie de laisser un message un jour comme aujourd'hui. J'ai envie de me souvenir plus tard d'une conversation. Surtout, je veux entendre sa réaction, jouir de son étonnement, de sa joie en direct, ne pas rater ce moment où il va recevoir mes paroles et y répondre. Si seulement je pouvais également voir son visage, ses yeux se plisser, ses lèvres s'ouvrir sur ses dents joyeuses, voir sa fossette au menton se creuser, sa voix s'attendrir à l'évocation de notre premier bébé. Non, je ne laisse pas de message. Il me rappelle aussitôt. Dans cette sonnerie urgente, je sens toute la frustration d'avoir raté l'appel, la hâte d'apprendre les dernières nouvelles de cette grossesse qui le panique, qui le rend plus pessimiste que jamais. En bon médecin, il imagine le pire. Pour lui, c'est avant tout un examen et non une première rencontre à laquelle il a préféré ne pas venir. Je me suis rangée à ses arguments, la peur d'une malformation, la nécessité de laisser ouvert son cabinet. Je comprends qu'entre les mots, il ne veut pas s'attacher à un petit être qui ne s'accrochera peut-être pas, mais c'est comme s'il ne me tenait pas la main pour passer un gué périlleux. Je ne lui en fais pas reproche. Au moment où je déclenche la conversation, je savoure à l'avance notre échange. Je choisis mes mots. Notre bébé va bien. C'est un début de grossesse normal. Tout ce qu'il y a de plus banal. Son oreille ne m'entend pas. C'est un choc, une porte fermée, une claque qui me renvoie à ma condition de jeune femelle pleine d'espoir,
À ma condition de nulliparde il y a 10 ans, quand j'avais eu un retard de règles et qu'il venait de commencer sa spécialisation. Encore 4 ans de précarité estudiantine, et ce faible retard que je commençais doucement à ne pas considérer comme une catastrophe l'avait plongé dans un profond abattement, assis sur le sol de son studio presque vide, la tête cognant contre le mur. Pas un enfant, non, pas un enfant maintenant. Pas de décision drastique à prendre. L'embryon s'était éliminé seul dans la semaine qui avait suivi. 2 étudiants sommés de tout arrêter pour élever un enfant. Pouvais-je comprendre que cela le paniquait? Mes années d'éducation traditionnelle et la pression de ma famille pratiquante m'avaient convaincu qu'un couple ne pouvait se réaliser qu'en donnant naissance à des enfants, nombreux si possible. Lui aussi rêvait d'une grande maison remplie de rires et de portes joyeusement claquées au vent. Mais contrairement à moi, c'était un fantasme. Contrairement à moi, il y avait un emprunt étudiant à rembourser et des parents modestes. Moi, cet enfant, je l'aurais accueilli, peut-être même en arrêtant mes études. Pourquoi? Pour rester au foyer? Combien de mots réussissent à lui parvenir avant qu'il me coupe? Juste sa voix qui m'interrompt. Mais tu n'es pas au courant? Tu n'as pas vu, pas entendu ce qu'il s'est passé? Les avions écrasés dans Manhattan? C'est catastrophique. Des milliers de morts. Nicole n'a pas de nouvelles de sa fille là-bas. Elle n'ose plus occuper la ligne. On est tous sous le choc. On regarde en boucle la télé. On rafraîchit la page web de l'AFP. On n'y croit pas. Pas de place pour un enfant. Pas de place pour une bonne nouvelle. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Est-ce une bonne nouvelle de mettre un enfant au monde? Rentre à la maison. Ne reste pas dehors. Qui sait s'ils ne vont pas attaquer la France? On n'est pas si loin de la défense. Protège-toi, ma chérie. Mets-toi à l'abri, je t'en prie. La claque est la même qu'il y a 10 ans. Je me suis réjouie trop vite et toute seule. Merci. Que des choses positives. On parlera tout à l'heure de la lumière, mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles de ce procédé finalement de t'adresser à lui, que la narratrice s'adresse constamment à Marc Aurèle. Ce procédé-là, je crois que c'est la première fois que tu l'utilises, il me semble. Qu'est-ce que ça apporte au roman? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire davantage? Est-ce que ça t'a permis de faire une sorte d'invocation ou un appel, puisque tout au long du livre, elle lui reproche de l'avoir abandonné, d'avoir abandonné euh, elle-même et sa fille. Il y a un reproche constant, évident, qui est terrible, qui est déchirant. Et c'est pas forcément un reproche entre guillemets négatif, c'est un reproche à la fois nostalgique, à la fois contraint. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais c'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs, reproche. Mais en tout cas, elle lui dit qu'il les a abandonnés. Et ça, pour le coup, elle s'en remettra difficilement. Oui, alors cette manière de la faire s'adresser directement à Marc Aurèle, c'est quelque chose enfin, que j'ai vu chez pas mal de personnes finalement qui vivent des deuils avec quelqu'un de très proche, un parent, un conjoint, un enfant. euh, Pas forcément de manière visible, de manière publique, mais une envie de se reprocher déjà à soi des choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas dites à la personne qui est morte, mais aussi voilà, aussi bien des reproches qu'un dialogue avec la personne qui n'est plus là. Et c'était pour moi un moyen aussi de faire comprendre, de faire ressentir de manière très intuitive le fait que elle va suivre un processus aussi de deuil, bien entendu, comme tout un chacun dans cette situation. Mais, euh, mais en fait, Marc Aurèle va mourir vraiment de manière très progressive pour elle. C'est pas à un moment, pof, il est mort, et elle va réaliser qu'il est mort quand elle va voir son corps, etc. Enfin, les phases du deuil telles qu'on les décrit telles qu'on les décrit dans les manuels
de psychologie, j'imagine, j'en ai pas lu, mais en tout cas, on entend souvent des généralités sur le processus de deuil de cet ordre-là. Et en fait, par ce dialogue à sens unique, je voulais faire comprendre que Marc Aurèle disparaît de manière très très progressive et qu'en fait, pendant de longs mois, il n'est pas mort. Elle continue à lui parler. Il est là quelque part dans la pièce. Et c'est vrai que j'ai assisté à la rencontre avec Raphaël Meltz et ça m'a beaucoup parlé, cette manière qu'il a de faire vivre ce personnage mort qui observe sa famille, qui la regarde vivre. J'ai vraiment vu une correspondance assez forte à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le roman n'est pas chronologique justement aussi pour ça. Il y a des va-et-vient constamment avec le passé pour justement que Marc Aurèle continue de vivre un petit peu à travers elle. Et sur l'abandon, justement, quel mot tu mettrais derrière ce pseudo-reproche? Est-ce que tu y vois un véritable reproche? Est-ce que tu y vois une once négative quand tu l'as écrit? Je pense que la narratrice est partagée entre évidemment la tristesse d'avoir perdu son mari, ça c'est évident, mais cet abandon, elle ne peut pas s'autoriser à l'exprimer devant sa famille, devant sa belle famille, parce que elle ne veut pas entacher l'image de son mari, même si elle n'est plus dans la construction du mausolée. Elle tient quand même à ce qu'il ait à ce qu'il garde une certaine image vis-à-vis des deux familles et vis-à-vis de sa fille aussi. Donc cet abandon, c'est une manière un petit peu iconoclaste de déconstruire, enfin cet abandon vécu, de déconstruire justement et de réfléchir à comment fonctionnait son couple dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, à regarder les choses en face et à se demander, tu parlais de fuite tout à l'heure, est-ce que finalement il y a eu un coup de volant sur cette route? Est-ce que cette mort est complètement due au hasard ou est-ce qu'à un moment donné, Marc Aurèle a voulu fuir ses responsabilités et sa vie tout court? Ça, c'est une question qu'elle se pose. Donc c'est une question douloureuse comme la question de l'abandon, mais il n'y a pas de résolution à cette question puisqu'il n'y a personne en face pour répondre. Scène déchirante d'ailleurs de ce moment où, avant de décéder, il lui envoie un baiser et elle ne lui rend pas. Et Scène. oui, quand on perd des personnes proches, on va passer son temps à se reprocher ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, pourquoi elle n'a pas renvoyé ce baiser, pourquoi elle ne lui a pas dit qu'elle l'aimait elle aussi juste avant qu'il parte, mais comment pouvait-elle se douter que c'était sa dernière balade? Enfin, il y a plein de choses comme ça que je retrouve chez des personnes qui vivent leur deuil et qui, à un moment donné, doivent cesser de tourmenter la personne qui a perdu un proche. À un moment donné, c'est pas du tout un livre de développement personnel, mais le moment où elle va pouvoir s'ouvrir à la vie et s'ouvrir à autre chose, c'est le moment où elle va être capable de couper avec ses interrogations sans réponse. À partir de quel moment tes personnages cessent-ils finalement d'être une sorte de construction? À partir de quel moment ils sont totalement autonomes? Est-ce que c'est au moment où tu les penses, où tu les écris? À partir de quand véritablement ils sont faits de chair? À partir du moment où il se passe quelque chose que j'ai pas prévu dans mon plan. Tu avais un plan pour ce roman-là? J'avais un plan très flou, enfin qui n'était pas du tout détaillé, euh, mais qui avait quand même la structure du roman tel qu'il est aujourd'hui. Donc je savais que je voulais commencer euh, par l'échographie, je savais qu'il y aurait ensuite le décès, je savais qu'on parlerait avant le décès du décès de la mère de Marc Aurèle. Euh, et je savais qu'ensuite, il y aurait des allers-retours avec le passé, et puis qu'ensuite, cette petite fille naîtrait et qu'on aurait ce dialogue entre la mère et la fille. Enfin, ce dialogue, c'est pas vraiment un dialogue, mais en tout cas, un dialogue entre la maternité et la vie de cette jeune femme. Euh,
tout ça était assez clair dans ma tête. Et après, la manière dont ça s'est réalisé dans les détails a donné plus de place à l'improvisation. Euh, et là, les personnages ont pu me surprendre parfois. Parfois, je savais ce que j'allais écrire et parfois, voilà, au détour d'un chapitre, le chapitre se terminait pas du tout comme je l'avais prévu. Et puis c'est la question de l'intime, de l'autobiographie aussi, puisque ceux qui te connaissent auront peut-être décelé des indices qui font qu'il y a certaines choses qui forcément te ressemblent, comme ton physique, comme la photographie, comme ta taille, comme finalement beaucoup de détails que tu glisses qui font penser que c'est toi. Et je te demandais tout à l'heure en préambule pourquoi tu n'avais pas fait de post-fast, justement, comme ça peut se faire souvent pour savoir si véritablement il y a des éléments personnels, intimes. Tu m'as répondu, mais j'aimerais aussi que tu y répondes pour les lecteurs, pour savoir ce qui, pas forcément les détails, c'est pas ce qui est intéressant, mais de savoir comment tu as tissé cette entre l'intime et la romance et le côté romancé, parce que la romance c'est quand même autre chose, et le côté romancé, comment as-tu tissé cet équilibre-là? J'aime pas beaucoup le mot autofiction parce qu'il regroupe, il recouvre des choses vraiment très différentes les unes des autres et je suis pas sûre de me situer là-dedans. Toujours est-il qu'il y a des éléments autobiographiques très forts. J'ai aussi vécu un deuil à la trentaine. Juste avant la naissance de ma fille aînée. Euh, et après, j'en ai fait autre chose, c'est-à-dire que tous les questionnements qui peuvent arriver dans ce couple, dans l'esprit de cette narratrice, les rapports avec sa belle famille, enfin, beaucoup de choses ont été fictionnées et j'avais pas du tout envie que que le lecteur euh, se dise de manière claire, ça c'est elle, ça c'est pas elle. Et donc, j'ai pas fait de postface, effectivement. J'avais envie de laisser le lecteur avec sa propre interprétation de ce que c'est que ce livre, de ce que c'est en termes de fiction, en termes d'autobiographie. Je vois Aurélie qui écrit, en fait, il y a toujours un peu d'Agnès dans ses livres. C'est vrai, c'est même vrai pour Corps de ferme, de manière étonnante. Mais, ce sont toujours des questionnements qui sont importants pour moi. Ça, c'est clair. Et après, les faits, c'est autre chose. Et surtout, ça ne nous regarde pas. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que l'écriture, finalement, ça permet de réparer, ou au contraire, ça ne fait que creuser un terreau douloureux? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette idée en réalité de savoir si tu te lançais, tu as dit que tu voulais le faire absolument, mais comment tu ressors de cette épreuve-là? Est-ce que c'est une épreuve d'ailleurs? Tout à l'heure, tu parlais d'écrire sur la mort et sur un deuil de manière continue, c'est quand même pas chose aisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment on ressort de ça? Est-ce qu'on a la force de repartir vers autre chose? Et justement, est-ce qu'il faut absolument autre chose pour repartir? Donc pour l'instant, j'ai écrit 3 livres. Euh, de ces 3 livres, je pense que c'est La Route des Crêtes qui a été le plus difficile à écrire. Est-ce que c'est à cause de la période que j'ai traversée au moment où j'ai décidé de commencer à l'écrire? Est-ce que c'est à cause du thème de ce livre? Je pense que c'est un petit peu des deux, mais en tout cas, euh, je, je, je ne me souviens plus de ta question. C'était les conséquences finalement de Ah l'écriture. oui, les conséquences, est-ce qu'on se soigne soi-même? Est-ce que ça fait du bien ou est-ce que ça fait du mal d'écrire sur un thème qui est Ça aussi creuse. proche de soi? Je pense que ça peut être les deux en fait. Si c'est écrire sur un thème très douloureux au mauvais moment, à un moment où on n'a pas encore pris suffisamment de recul par rapport à la question, je pense que ça peut être très destructeur. Ça peut être très compliqué aussi d'en parler quand on n'a pas fait le clair par rapport à ce thème-là et par rapport à ce qu'on a écrit.
Euh, il y a des... Enfin, moi, quand j'écris sur un thème, c'est parce que j'ai vraiment envie d'échanger sur ce thème. Ça, enfin, je ne serais pas, je ne serais pas une écrivaine. Ça pourrait passer par des discussions, ça pourrait passer éventuellement par des recherches euh, sur, euh, sur de la non-fiction, mais en tout cas, en ce qui me concerne, quand j'écris sur un thème difficile, c'est parce que j'ai envie d'échanger sur ce thème. Donc, même si c'est difficile, c'est nécessaire. Et je peux pas vraiment dire que mes livres me soignent, parce que je suis toujours aussi bizarre qu'avant. Mais, mais en tout cas, ça ouvre un dialogue. Ça ouvre un dialogue avec d'autres personnes que ses proches. Et je pense que c'est un dialogue qui est extrêmement riche. Je ne connais pas de dialogue plus riche que d'échanger avec des lecteurs sur quelque chose qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, la narratrice est de mauvaise foi. Moi, j'ai beaucoup de mal à t'imaginer de mauvaise foi. C'est la petite question qui sort du thème. Mais est-ce que c'est une caractéristique qui t'est propre, justement, ou pas du tout? Est-ce que, justement, c'est une part romancée, pour le coup? Est-ce qu'on n'est pas tous de mauvaise foi quand on veut avoir raison? Ah, moi, sur moi, beaucoup. Mais toi, je ne sais pas. Moi, je suis sûre que je suis de mauvaise foi quand je vais avoir raison. En tout cas, c'est ce que me disent mes enfants. Donc, pour une fois, je les crois. Comme ils n'écoutent pas, je peux le dire. Et à la fois, quand je parle de choses qui me tiennent à cœur, je peux y mettre tout mon cœur, toute ma bonne foi, justement. Donc, c'est très variable. Mais oui, oui, je suis persuadée que je peux être de mauvaise foi. C'est de la conviction. Voilà, c'est tout. C'est ça. On arrive petit à petit vers la lumière. J'essaie de reprendre le fil du livre, comme ça on finit par la lumière. C'est que cette narratrice tente de vivre pour les vivants. Cette notion de vivre pour les vivants, c'est la lumière qui arrive aux trois quarts à peu près du livre. Ça fait partie des choses comment dire, qui nous réjouissent, parce que c'est un livre extrêmement difficile, douloureux, et que cette lumière-là, cette volonté de vivre pour les vivants, comment tu l'expliques? Comment tu la façonnes? Comment tu la traduis avec tes mots en dehors du roman? Est-ce que c'est une volonté, c'est fort de dire qu'on vit pour les vivants finalement. Ça veut donc dire que potentiellement on met de côté ceux qui sont disparus ou en tout cas on les met sur une autre sphère. À un moment donné, par exemple, il suffit qu'elle ne mette pas de fleurs sur la tombe, pas sur la tombe d'ailleurs, à côté du platane de l'accident, et son père prend sa place. On a l'impression que quand on perd un mari, quand on perd un conjoint, on doit être là constamment avec lui, tout le temps. C'est une sorte d'injustice finalement aussi. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, mais on a l'impression qu'il y a une injonction sociale aussi que la femme ou le mari doivent être là éternellement auprès du défunt. Oui, il y a une injonction qui est peut-être moins forte dans le monde moderne, mais qui est en tout cas de manière traditionnelle très exigeante, notamment par rapport aux veuves. Euh, une veuve ne se remarie pas, un veuf peut se remarier. Il y a un petit peu d'injustice entre les sexes par rapport à ce sujet. Mais en tout cas, la veuve joyeuse est une figure très choquante. Enfin, il y a tout un tas d'attendus de la société autour du veuvage et notamment autour du veuvage féminin qui fait que cette femme qui vit dans la modernité, qui est une femme qui travaille, qui est une femme qui a des envies, qui a envie d'une sexualité, qui a envie de reconstruire éventuellement un couple, va se trouver à un moment donné face à ces injonctions qui font qu'elle n'est pas une bonne veuve et que qu'est-ce qu'une bonne veuve? Il y a quelque part, il est question quelque part de cette pulsion de vie qui est peut-être plus forte qu'elle,
qui n'arrive peut-être pas avec la même force chez tout le monde, mais en tout cas qui, chez elle, va l'attirer vers la vie et va l'attirer non pas loin de Marc Aurèle, mais parce que Marc Aurèle restera toujours un petit peu comme quelqu'un d'existant dans sa vie, mais qui va l'attirer du côté de sa fille, du côté de ses amis, du côté de ses amours. Et, euh, et je voulais faire ressentir la puissance de cette pulsion de vie. Et je lis, il y a une sorte de culpabilité aussi à être heureux quand l'autre n'est plus. Oui, mais ça veut dire qu'elle est heureuse. Ça veut dire qu'il y a du bonheur. Ça veut dire qu'il y a de la vie. Et la puissance de cette pulsion de vie, je voulais la faire ressentir aussi. Et elle se ressent à travers aussi Agathe, puisque pour la narratrice, c'est quand même plus dur. Je cite une phrase, ce n'est qu'au bout de 3 ans que je ne te cherche pas dans chaque regard masculin, que je ne désire pas une copie de celui que tu étais, que je m'ouvre à la rencontre de quelqu'un de différent, quelqu'un qui soit lui-même. Est-ce que je me rends à moi-même? Il y a aussi même dans la lumière, il y a quand même une phase de deuil évidente, mais là aussi, on a l'impression que pour elle, sans Agathe, le chemin aurait été beaucoup plus difficile, voire beaucoup plus douloureux. On sent que c'est Agathe qui tient quasiment la vie de cette narratrice. Oui, c'est sa fille qui la sauve, en tout cas dans les premiers temps. C'est elle qui l'attire du côté de la vie, c'est elle qui l'empêche de penser 24 heures sur 24 à son mari décédé. Et on le voit même avant le décès de Marc Aurèle. Quand la mère de Marc Aurèle décède, il y a déjà des petits-enfants dans cette famille, il y a déjà les neveux et nièces de Marc Aurèle et de la narratrice. Et on voit déjà que ces petits-enfants jouent ce rôle de ramener les adultes vers la vie, de ramener les adultes vers le quotidien, vers les biberons, vers les couches, vers des actions euh, extrêmement concrètes et extrêmement urgentes qui font que on ne peut être que dans la vie quand on est avec un petit enfant. Donc, je lis, le prénom Agathe signifie bonté et gentillesse. Eh ben, je ne savais pas. Merci Aurélie. C'est notre Pierre Tchernia des prénoms, Aurélie. D'accord. Il y a beaucoup de musique. Là aussi, il y a une grande luminosité sur la musique. La musique traverse ton roman par bribes, comme une sorte de playlist qu'on pourrait écouter en même temps. Alors, c'est pas, la playlist n'est pas située en fin d'ouvrage comme ça peut arriver. Là, pour le coup, il va falloir vous laisser transporter. Alors, je ne l'ai pas fait et je le regrette en fait. Je m'en suis rendu compte à la trois quarts du livre que j'aurais pu peut-être écouter chaque musique au moment où justement tu écris cela. Quel rôle justement a cette musique-là, cette musicalité, ce rythme? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? C'est souvent des choses un petit peu rock, hein, d'ailleurs. On est loin de de mémoire. Je crois que tu t'écoutes quand même des choses qui sont un peu en dehors des sentiers battus. Il n'y a pas il y a pas de variété française de mémoire, mais à vérifier. Non, je crois pas. Voilà. Euh, quel rôle justement a cette playlist qu'on découvre au fil des pages? Alors, je voulais pas non plus faire une playlist à la fin du livre pour laisser le lecteur libre de vraiment d'aller vers ces musiques ou pas. Et ce sont des musiques d'abord que j'aime, bon, déjà, pour commencer. Et ensuite, ce sont des musiques qui tirent vers la contemplation. Et on a un couple comme ça qui est beaucoup attiré vers la contemplation, vers la photographie, vers le dessin, vers des grandes balades en voiture dans des paysages qui ne sont pas forcément les paysages les plus touristiques de France, quoique la Bretagne, si, un petit peu. Mais, euh, mais voilà, je voulais que si le lecteur va jusqu'à aller écouter ces musiques, qu'il retrouve un petit peu cette ambiance contemplative qui est celle qu'affectionne ce couple.
Et puis, il y a aussi beaucoup de jalousie finalement chez cette femme, chez cette narratrice, notamment envers cette Marilou, ce prénom de coiffeuse comme tu l'écris. Qu'est-ce que tu as contre les prix? Qu'est-ce que tu as contre les Marilou? Ça m'a obsédé pendant tout le livre. J'ai eu du mal à choisir son prénom à cette Marilou, mais voilà, ayant été bercée par les musiques de Gainsbourg pendant mon adolescence, je trouvais que Marilou la Champouineuse était une bonne manière, une bonne inspiration pour le prénom de cette assistante. Et je suis vraiment désolée pour toutes les Marilou qui s'y reconnaîtront et qui le prendront mal, mais il faut pas le prendre mal. En tout cas, oui, c'est une jeune femme un petit peu jalouse parce qu'un petit peu inquiète sur sa capacité à retenir et à être plus intéressante que sa rivale, tout en étant persuadée que sa rivale ne sera sans doute pas de taille à retenir son mari. C'est très ambivalent en fait, comme ça fait partie des questions qu'elle va être amenée à devoir évacuer pour renaître complètement à la vie, pour ne pas se torturer de questions jusqu'à la fin de ses jours, comme toutes les ambivalences de Marc Aurèle en fait. Ça fait partie de l'ambivalence masculine que je voulais décrire et de cette ambivalence de ce couple. Et d'ailleurs, elle est même jalouse, et ça, c'est une jalousie plus douloureuse, c'est lorsque quelqu'un d'autre qu'elle fleurit la tombe de Marc Aurèle. Ça, j'ai trouvé cette lucidité d'âme, entre guillemets, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être tous vécu, ou en tout cas qu'on a ressenti, mais qu'on n'a jamais peut-être osé dire. Et je trouve qu'il y a une grande, comment dire, une grande honnêteté, en fait, dans le récit de la narratrice. Je trouve qu'elle est extrêmement honnête, extrêmement lucide, extrêmement juste sur ce qu'elle raconte, même les choses qui sont pas forcément racontables. Je sais pas si tu l'as vécu ainsi, mais je trouve qu'il y a une grande acuité et une grande honnêteté, en fait. Voilà. Alors, c'est pour ces raisons que je voulais vraiment attendre d'être au clair, moi, par rapport à un certain nombre de choses de ma vie, avant d'écrire un tel livre, justement pour être capable d'écrire des choses qui ne se disent pas. Et enfin, quel que soit le sujet sur lequel j'écris, c'est vraiment la raison pour laquelle j'écris. Si j'écris des choses convenues, alors je peux arrêter tout de suite. Par contre, si j'écris des choses qui ne se disent pas et que je ne vais peut-être pas être la première à le dire, mais en tout cas, ça va être effectivement une distinction, une originalité du livre. Là, j'ai de la matière pour écrire. En effet. Et on te remercie pour ça. Comme à chaque fois, je pose deux questions récurrentes. Alors là, la première, toi, tu es habitué puisque tu suis régulièrement les rencontres et que ça fait c'est déjà la troisième fois que tu viens ici et j'en suis le plus heureux. Je demande à un auteur de choisir un auteur ou une autrice plutôt méconnue puisque c'est le fondement même de ces rencontres la plupart du temps. Qui as-tu choisi, Agnès, ce soir? Alors, c'est plus tout à fait un livre inconnu parce qu'il y a plusieurs personnes, alors moi, mais aussi d'autres personnes beaucoup plus connues que moi qui ont parlé de ce livre, mais néanmoins, j'ai envie d'en parler ce soir. C'est un livre de Marlène Haushofer qui s'appelle Le Mur invisible et qui a connu une nouvelle jeunesse lors de ces dernières années. C'est une dystopie qui ne dit pas son nom. C'est l'histoire d'une femme qui va pour quelques jours dans les Alpes autrichiennes et qui se retrouve soudain complètement isolée du monde parce qu'il y a un mur invisible qui s'est créé et qui la sépare du reste du monde. Et voilà, il y a plus de vie humaine perceptible sur Terre. Merci Sandra de donner la référence. Et c'est un livre que je ne, que je ne m'en remets pas de le lire. C'est un livre de chevet dans lequel je trouve aussi bien sur le plan scénaristique que sur le plan de l'écriture qui est très honnête, très à la recherche des sensations pures, des réflexions pures et factuelles. Je trouve que c'est un livre extraordinaire qui est un petit peu un modèle pour moi en tant qu'écrivaine. Voilà.
Eh bien, Je ne parfait. sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais en tout cas, c'est c'est un grand livre pour moi. Et ma deuxième question est celle du personnage de fiction dans lequel tu aimerais t'incarner pendant 24 heures et si tu souhaites, pardon, changer sa destinée. Alors, j'ai pas été chercher très loin, puisque je me suis projetée dans la vie de cette héroïne, isolée du monde, et je me suis dit que puisque dans ta question, tu proposais de ne le faire que pour 24 heures, j'aimerais bien vivre sa vie pour 24 heures, isolée du monde complètement, être complètement face à soi-même. Et je suis quelqu'un d'assez solitaire. Mon entourage me le déplore assez régulièrement, mais je suis quelqu'un qui apprécie la solitude. Et là, ce serait vraiment la solitude ultime, sans aucun contact possible avec autrui. Alors la seule chose qui me chiffonne un petit peu dans ce livre, c'est qu'on est obligé de travailler dur pour sa survie, parce que bien évidemment, personne ne vous apporte à manger, ni ne coud vos vêtements, donc vous êtes obligé de tout faire tout seul. Donc ça, je pense que ça risque, comme je suis un petit peu paresseuse, ça risque de mettre un terme assez vite à l'expérience si je peux en sortir. Mais comme tu proposes uniquement pour 24 heures, alors je suis prête à jouer le jeu pour 24 heures et remplir mon besoin de solitude de cette manière. Bon, là aussi, tu es donc très honnête. En effet, tu n'es pas prête pour tailler du bois et te Non, nourrir dans la forêt. J'ai bien compris. Eh bien, c'est le moment de nous dire un deuxième extrait, Agnès. oui. Alors il sera un petit peu plus court que le précédent. Et donc c'est dans les différents allers-retours avec le passé que fait la narratrice. Il lui arrive de regarder une photo et de laisser vaquer ses pensées. Sur cette photo de nous deux, je tiens mon appareil en bandoulière et mon visage se rapproche du sien. Nous sommes habillés légèrement, mais pas trop. Le soir tombe vite sur ce petit bois breton. Nous avons enfilé des gilets. Assis sur un plaid de laine, nous sommes à l'abri du sol humide. Une de mes mains est posée sur son épaule comme s'il m'appartenait. Mon sourire semble confirmer la satisfaction que j'ai à le posséder. Lui regarde simplement l'appareil réglé en mode retardateur. Ses yeux se perdent sur un point qui n'est pas exactement dans l'axe de l'objectif, comme s'il fixait un photographe à l'ancienne, situé un peu à côté de l'appareil photo. Derrière nous, les deux voitures se font presque face. Ma deux chevaux un peu rouillée s'intègre à merveille dans ce paysage breton à la brume montante. Sa Mini a fière allure. Elle donne une couleur un peu plus sportive à la photo, moins campagnarde que ma vieille guimbarde. Toutes deux sont le signe de notre indépendance, ou de notre liberté, ou encore de notre désaccord. Au moment de partir en vacances, Marco se perdait en atermoiements sur la fermeture ou non du cabinet, les travaux de plomberie, une fuite toute récente. Tous les prétextes étaient bons pour retarder un départ que je n'en pouvais plus de repenser. Mon projet photographique et mes congés n'attendraient pas. Je décidai de forcer le destin en partant seule pour la côte d'Émeraude, où je pouvais loger un jour ou deux. Qui même me suive. Bien m'en avait pris. Il m'avait suivi, les yeux dans le vague, mais il m'avait suivi. Chacun sa voiture, chacun son itinéraire, chacun son voyage, ses impressions, ses photos. À lui les clichés souvenirs, les paysages en couleur. À moi le noir et blanc, les vieilles pierres dans les landes mystérieuses. Sur les deux, trois photos de notre couple prises au cours de ce périple, en couleur ou noir et blanc, tu as ce même regard. Ce flou dans ton regard, était-ce le flou dans ton désir de me suivre? Ravi, je ne t'avais posé aucune question. Tu étais là et ça me suffisait. Merci Agnès. Il y a beaucoup de silence et de non-dits. Alors, ils sont pas forcément visibles, mais ils sont là, ils sont présents. Comment tu as géré justement l'équilibre entre tout cela? Comment tu as saupoudré véritablement ton roman pour ne pas en dire trop et en même temps nous donner aussi un petit peu corps au personnage? Il y a un véritable équilibre entre les deux. Jusqu'où tu t'es arrêté? À la parole, aux mots, à l'émotion? À partir de quand tu te dis que ça suffit? Euh, à partir du moment où où je pense que le lecteur
peut former dans son esprit une image qui soit cohérente par rapport à mon intention, je m'arrête. Je m'arrête d'en dire. Euh, je n'en dis pas plus. J'ai pas envie, comme la narratrice est elle-même en train de se battre contre ses incertitudes et contre ses questionnements, j'ai pas envie que l'image soit trop nette. Et donc, juste au moment où l'image sort du flou et commence à acquérir une certaine netteté, là, je m'arrête. Parce que j'ai pas envie d'en dire plus. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond, ça répond. C'est cette question du flou qui est clairement évidente. Euh, Est-ce que tu lis différemment depuis que tu écris, depuis ton premier roman? Est-ce que ta manière de lire a évolué? Est-ce que ce qu'écrivent les auteurs, est-ce que ça te permet, parce que tu lis beaucoup, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'auteurs finalement, qui aiment bien se détacher des autres pour avoir parfois leur voix, leur, euh, comment dire, leur plume, peu importe. Toi, tu lis beaucoup, beaucoup pour un auteur, et ça m'intéresse particulièrement. Comment tu façonnes ton cerveau en te disant que il faut pas trop en prendre, il faut pas trop en prendre d'un auteur, et en même temps, il faut aussi parfois avoir cette petite musique intérieure. Comment tu gères cet équilibre-là aussi entre ce que tu lis et ce que tu écris? Alors, quand j'écris, j'ai plutôt tendance à lire de la non-fiction pour que ça m'apporte plus sur le fond que sur la forme, en fait. Quand je suis dans la lecture, dans la lecture de romans, c'est vraiment un pur plaisir pour moi, bon, sauf quand le livre ne me plaît pas, évidemment. Mais par rapport à mon mode de lecture avant que j'écrive, je pense que je suis plus à l'affût des petites ficelles de l'auteur, de son intention, de rechercher son intention. Plus, j'admire particulièrement la manière dont un auteur a d'amener finement certaines thématiques ou, de, ou son style d'écriture. Enfin, je pense que je goûte ces subtilités d'écriture de manière plus évidente qu'avant, maintenant que je connais un petit peu les dessous de l'histoire. Mais je peux pas dire que je vais m'inspirer de tel ou tel auteur. C'est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme, de m'apercevoir que j'ai été influencée par tel ou tel auteur. C'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Je vais pas refermer un livre en disant, ah ça me plaît, je vais essayer de faire pareil. Ça, j'y arrive pas du tout et j'ai pas tellement envie d'essayer en fait. Non, 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 nous on préfère Agnès de Clerville. Euh, Merci. si tu devais résumer le livre en une seule émotion, tu choisirais laquelle? C'est trop difficile. Je sais, mais c'est pour ça que je te la pose. C'est trop difficile. Euh, L'espoir. Ok, donc la lumière. Ok. De l'autre côté de la lumière, il y a aussi de l'ombre. Et il est aussi question de racisme. Alors de manière, je ne sais pas si on peut en parler parce que ça arrive tard dans le livre et en même temps ça n'engage en rien l'intrigue du roman, mais on le Oui. voit arriver. On le voit arriver. On voit arriver cette difficulté aussi à exister. Qu'est-ce que tu voulais justement traduire avec ça? Tu le mets pas en avant dès le début du livre. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est c'est intéressant comme tu traites cette notion-là parce que on ne sait pas finalement s'il y a du racisme tout au long du livre. C'est une fois de plus un non-dit, c'est une sorte de silence caché. Et ça intervient quand même à la fin du livre parce que il fallait en parler, c'est évident. Parce que c'est au cœur même de Marc Aurèle et de son passé aussi, comment dire, son passé familial et de ce qui va aussi découler d'Agathe.
qu'est-ce que tu as à en dire sur ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait réfléchir? Est-ce que ça aurait pu être une thématique plus sur le long terme? J'ai hésité à la mettre de manière ouverte et j'ai décidé en fait de la faire apparaître au fur et à mesure. Euh, on parlait des influences tout à l'heure. J'aime beaucoup Toni Morrison et je suis particulièrement admirative de ce qu'elle a fait dans Récitatif, qui est un texte assez court dans lequel elle raconte la vie de deux petites filles qui se retrouvent ensemble dans un orphelinat et puis qui ensuite, en grandissant, prennent des chemins différents. Et on sait que l'une des deux petites filles est noire, l'autre est blanche, mais on ne sait jamais laquelle. Et à la fin du texte, on ne sait toujours pas laquelle. Et j'ai trouvé ça très fort. J'ai pas du tout voulu faire la même chose, mais c'est un livre qui m'a fait réfléchir sur comment traiter de la couleur de Marc Aurèle, de la couleur de sa fille, de la couleur de sa mère, sans en faire une thématique centrale, mais tout en sachant que c'est quand même une thématique importante dans la transmission et dans le rapport de couple. Et j'ai trouvé que c'était bien de ne pas en parler au début, de le faire arriver petit à petit comme une évidence, et comme une évidence qui pose question, parce que rien n'est moins évident que de vivre en tant que métis ou en tant que noir dans la société moderne, dans une société majoritairement blanche. Et je voulais aussi en parler sans que les personnes concernées aient forcément une tête ou un statut de victime, mais que ce soit des personnages à part entière du livre. Donc je sais que, il y a un certain courant actuellement qui dit qu'on peut écrire sur ce sujet que quand on est soi-même directement concerné. Moi, j'avais quand même envie d'apporter cette thématique comme une thématique de laquelle je me sens proche, qui traverse ma vie, et j'avais envie aussi d'échanger avec le lecteur là-dessus. Et alors justement, c'est peut-être ma dernière question. J'ai l'impression que c'est une thématique importante aussi pour toi. Tu parles de Toni Morrison. Est-ce que ça va être une thématique pour un prochain roman ou en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui t'anime quand tu écris? Est-ce que c'est la thématique raciale au sens strict du terme? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de développer? Oui, 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 certainement, très certainement. Tu nous fais des teasers en fait. C'est ça Oui. que j'adore, c'est qu'à chaque fois, la thématique de ton prochain roman apparaît souvent, de mémoire, hein, sans certitude, mais apparaît souvent dans la fin du précédent. Est-ce que c'est ce sur quoi tu travailles déjà? Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'anime en ce moment en tant qu'écrivain? Je vais pas en dire plus. D'accord, Je vais être très frustrante sur ce coup-là. Je vais pas en dire plus. très bien, ça marche. Et tu as raison. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Si c'est le cas, manifestez-vous, c'est le moment ou jamais. Une tournée promotionnelle en Bretagne pour Agnès, je ne sais pas. Je l'appelle de mes voeux. Voilà. Je ne sais pas encore si ça se fera ou pas. En Bretagne, Normandie, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait à propos quand même. En Normandie, c'est très probable, ça commence à se monter, mais comme la Bretagne n'est pas loin de la Normandie, peut-être que ça va se faire comme ça. Et on te demande si tu seras au FDLP, parce que c'est livre de poche, j'imagine. Je ne sais pas. C'est quand? Je ne sais pas. Voilà, elle ne sait pas. Festival du Grand Festival du Paris. Livre de Ah, Paris. Oui, oui, si, si, j'y serai. ben voilà, très bien. Merci pour la J'y traduction. serai le dimanche en début d'après-midi, pour ceux qui veulent des critères précis. Voilà. Aurélie est précise, donc oui, tu as bien fait d'y répondre. Eh bien, ma chère Agnès, un plaisir. Une fois de plus, je le remonte, la route des crêtes, c'est fabuleux, c'est impressionnant de maîtrise, d'intelligence, de subtilité. J'ai plus forcément de mots pour dire à quel point j'apprécie de plus en plus ton écriture, tes livres. Et je trouve que cette évolution est fascinante. Et véritablement, je trouve ça vraiment très émouvant, en tout cas pour moi. Je trouve ça émouvant de voir surgir ta plume au détour d'un premier livre et qui ensuite s'enflamme totalement avec les deux autres. Je trouve ça admirable et je tenais vraiment à te remercier pour déjà la personne que tu es, mais en plus de l'écrivain que tu es qui, à mon avis, n'a pas
n'a pas encore déployé encore tout son talent et je pense que tu nous réserves de belles surprises encore pour les romans prochains. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup, merci Anthony, merci à tous. Merci à tout le monde. Au revoir à tous. Merci Agnès. Bonne Si. soirée. Au revoir tout le monde.